Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je serai gré aux derniers arrivants de s'installer. Et avant de commencer officiellement les festivités de cette copie retrouvée et de l'aventure que Roland Cozandet, qui se cache derrière la caméra, va vous raconter, j'aimerais juste dire deux choses. Tout d'abord, saluer toutes les personnes présentes au nom de la Cinémathèque suisse et saluer surtout la présence de deux des protagonistes de cette aventure, à savoir Georg Janett, qui fut script boy sur cette aventure et qui par la suite a été et est toujours une immense figure du cinéma de ce pays, notamment comme monteur. J'ai eu l'honneur, on se le rappelait tout à l'heure, de collaborer très brièvement avec lui, et j'ai pu voir combien son œil précis sur le montage était essentiel. Et bien sûr, il se cache, d'ailleurs, il baisse la tête, l'acteur principal du film, René Quelet, que je suis extrêmement heureux d'accueillir ici, et ça de façon très personnelle aussi, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, et je suis vraiment très heureux de l'accueillir à la Cinémathèque suisse pour cette occasion que j'aurais jamais imaginée. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme il arrive parfois que ça se passe à la Cinémathèque, nous allons commencer par une petite surprise. Une surprise à la Cinémathèque, c'est quelque chose qui se projette sur l'écran. Donc tout de suite, on va éteindre la salle et vous montrer quelques images. Ouf. C'était un ciné-journal de 1971, vous l'aurez reconnu, l'année 1971, et c'est à la sagacité de Michel Dain qui a été fouillé dans ses fiches. Michel Dain s'occupe de la collection film, qu'il y a 3 jours a ressurgi ces images de René Quelet, montées par Hermann Vetter, et c'est aussi un hommage à Hermann Vetter que nous faisons par la même occasion, et qui indique aussi à quel point le ciné-journal, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, a des moments d'une inventivité assez grande, puisque les images du Skylab et les images d'Apollo 14 sont des images d'actualité. Donc on traite comme ça l'actualité. On a traité comme ça l'actualité. En attendant l'image qui devrait maintenant venir, qui est une image fixe, je ne sais pas trop quoi dire, parce que je m'attendais à pouvoir me reposer sur cette image. La voilà. Vous remarquerez que sur cette image-là, le clap porte le nom Solo. C'était le titre original du film qu'on va voir tout à l'heure, Al mare pago io. Et nous voyons là un certain nombre de personnes de l'équipe, de cette équipe-là. Aujourd'hui, sans doute avec d'autres souliers vu le temps, Georg Janett, que je prie de venir, devant la scène, et René Quelet. Simone Monlaure, si vous voulez lui adresser un mail, vous pouvez, elle a un site. Elle vous vendra des photos de sa vie de starlet. C'est une vie intéressante parce qu'elle a tourné pour les fans de films fantastiques et d'horreur pour la Hammer Film, et elle consacre maintenant ce stock de photographies à la sauvegarde des chiens et des chats. Ça coûte 10 € la photo. Elle répond quand on lui demande comment ça s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, c'est 1963, en disant qu'elle ne se souvient pas trop, mais que c'était vraiment très bien sur la côte amalfienne. Ce qui entraîne évidemment une vérification sur la carte. Et la côte amalfienne, c'est un peu plus bas, et c'est sans doute un autre tournage dont elle se souvient. Le cinéaste Gauthier, je n'en ai pas trace. Je n'ai pas pu lui écrire, je ne sais pas ce qu'il a fait après 63, je ne sais pas ce qu'il a fait avant. Je sais en tout cas qu'en 63, il tournait pour Nunari, un marchand de tissus, tailleur, qui avait une boutique de vêtements chics à Berne. J'ai essayé d'interroger quelques grands-mères chics de Berne pour savoir comment s'appelait cette boutique. Je ne le sais pas encore. Et le fils Nunari, un des fils Nunari que vous verrez dans le film en train de dire la musica, lui évidemment il avait 4 ans, il ne s'en souvient plus. Le dernier personnage dont je pourrais obtenir le témoignage, c'est Pierre Uterhoven, l'assistant réalisateur, qui
qui est un personnage qui va 2 ans plus tard gagner avec Lelouch un prix à Cannes pour le scénario d'Un homme, une femme. René Kellet, Georg Annett, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser avant qu'on regarde ce film. Cette photo, vous la trouvez avec une quinzaine d'autres sur le site de la Cinémathèque. Vous tapez Almar et Pagoio et Google vous le fait tout de suite en première ligne, première page, et vous avez le défilé des images du tournage du film, des photos d'exploitation, et il se retrouve après, je pense, une bonne quarantaine d'années. Et j'aimerais, nous allons faire en sorte que la soirée puisse se passer après le film dans une discussion sur cette histoire, qui est une histoire de lien, qui est une histoire de coïncidence, qui est une histoire de resurgence aussi. Mais j'aimerais quand même à chacun, avant qu'on se lance dans Almar et Pagoio, j'aimerais quand même leur poser la même question, qui les renverra à cette période-là en portant sur cette période un petit regard de distance. Je voudrais savoir de chacun de vous à quel moment de votre carrière vous situez ce film et qu'est-ce qu'il a pu représenter, en bien ou en mal. Je suis désolé, je ne sais pas trop quoi dire. Ce film, en fait, m'a permis de faire un saut dans le professionnalisme, parce qu'avant, j'étais semi-professionnel, j'avais joué au Fauné, du temps où c'était un vrai théâtre, qui était dirigé par Apothelos. Et puis, j'avais fait une petite série, là, où les 3 petits tours, je viens de voir quelqu'un qui m'en a rappelé des souvenirs. Enfin, j'étais en fait à mes débuts, et ce film, avec ce qu'il représentait financièrement, c'était pas grand-chose, hein. Mais pour l'époque, c'était déjà pas mal, et puis ça m'a permis de faire le saut dans le professionnalisme. Non pas cinématographique. Un autre aspect qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai eu beaucoup de chance pour tourner ce film. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été logé dans une pension avec toute l'équipe technique, dont Georges Annett. Et c'est Georges Annett plus Paul... le nom m'échappe maintenant. Le chef opérateur, oui. Le nom m'échappe aussi. On n'a pas les sous-titres. Non, c'est Paul Rodier, il est là. Paul Rodier. Derrière la caméra. Paul Rodier. Paul Rodier est un caméraman qui a travaillé avec Tati, qui a été caméraman pour mon oncle, pour Playtime, et aussi pour le dernier Trafic. Georges Annett, Paul Rodier, et puis qui est-ce qu'il y avait encore? Witterhoven, donc nous devons voir là-haut, sur la gauche, m'ont appris tous les rudiments du cinéma, parce que tous les jours on discutait de ça. Ça m'a servi après parce que j'ai fait des petits films avec Franz Hohler pour la télévision suisse-allemande. Et puis, je sais tout sur le cinéma grâce à ces personnes-là. Et il n'y avait pas un repas et il n'y avait pas une soirée où on ne parlait pas de cinéma. Voilà. Merci, Georg Annett. Alors, c'était évidemment assez à mes débuts et j'en ai profité comme tout le monde en profite quand ça commence, c'est-à-dire, bon, on apprend et on apprend
en écoutant et en regardant et en essayant de garder le maximum dans la mémoire pour pouvoir en profiter plus tard, ce que j'ai fait. Merci. Un dernier mot, nous en reparlerons tout à l'heure de la relation entre ce film, des liens et de ce qui fait qu'il est possible. À qui est-ce que je donne cet objet? À Frédéric Maire. Moi, j'aimerais aussi donner autre chose à Frédéric Maire. La personne que je n'ai pas encore mentionnée, c'est Sami Z. Bril, qui est le chef opérateur, qui tourne là, je pense, son dernier film. C'est un monsieur qui a une longue carrière, qui commence dans les années 20. Et le hasard de la recherche m'a fait, grâce à un ami parisien, Lenny Borger, retomber sur des ensembles de photographies. Et la première partie du lot, c'est le lot des années 50, que Lenny Borger remet à la Cinémathèque suisse. Je le tends aujourd'hui. Merci à Lévi. Merci à Lévi. On va enchaîner, on a un peu de moment pour évoquer ce film, pour répondre éventuellement à vos questions. Le film est, au fond, c'est une soirée familiale. Pourquoi? Parce que quand René Queulet a reçu une lettre du producteur qui lui disait qu'on le cherchait pour un rôle, qu'on l'avait vu peut-être à l'Expo ou à Berne, où il avait passé, eh bien, et qu'on lui a dit que c'était à Camoli que ça allait se passer, ça lui a évoqué un souvenir. Oui, par le plus grand des hasards, M. Nounari a décidé de fixer l'endroit pour ce film à Camoli, à 40 km de Gênes. Et combien? 7 années 7 années, 8 années plus tôt. 8 années plus tôt, on faisait notre voyage de noces. Alors, je vais en rajouter une couche. Quand le film, on ne l'a pas trouvé, il était à la Cinémathèque, on s'est simplement intéressé, et que j'annonce à Frédéric Maire que ce serait peut-être intéressant de reprendre contact avec des gens qui avaient tourné sur ce film. Moi, j'avais vu René comme collégien, parce que René faisait des tournées dans les collèges à Lausanne, donc c'était ma première accroche à ce film. Tous les autres m'étaient inconnus. Nounari est inconnu, c'est le seul film qu'il ait produit. Je raconte ça à Frédéric Maire et qui me dit, mais dans les années 60, moi, comme ma maman vient de Camoli, c'est là que j'étais. Donc l'idée maintenant, c'est de faire les trésors de la Cinémathèque en fonction de la possibilité qu'offrent les relations extra-cinématographiques avec le cinéma, comme quoi ça mène vraiment à tout. Et ça relie tout le monde. Il y a un personnage que j'ai oublié de citer, on a cité Hermann Vetter, qui à ce moment-là est le rédacteur du Ciné-Journal, parce qu'Hermann Vetter a fait un film avec René, et que c'est un restaurateur très important dans le travail qui a été fait avec les archives ici à la Cinémathèque. Mais il y a un autre personnage que j'ai oublié de mentionner, c'est le personnage qui se trouve ici derrière le clap, c'est Hervé Nuppert. Hervé Nuppert est quelqu'un qui a fait des marionnettes dans l'après-guerre à Lausanne, qui avait un petit théâtre de marionnettes, puis qui a fait des films 16, des films expérimentaux, puis qui a rencontré Bril, qui a cette attitude bizarre parce que Bril est bossu. Et c'est l'anecdote que Georg Annett nous racontait à propos de Bril et de sa bosse. Bon, un des premiers devoirs de l'équipe, c'était de protéger Sami Bril devant les spectateurs de Camoli, parce qu'ils avaient tendance de vouloir toucher sa bosse, parce que d'après une croyance qui paraît exister là-bas, toucher une bosse porte bonheur. Je peux dire quelque chose? Mais bien sûr. Il y a un petit détail qui a peut-être participé à la disparition de ce film à l'époque. Monsieur Nounari a eu l'idée incongrue de jumeler la première du film dans un cinéma bernois
juste quelques mois après le tournage, il a eu cette idée géniale de jumeler la première de ce film avec un défilé de mode. Autant dire que ça a été une des raisons pour lesquelles personne ne l'a vu. Alors, en effet, personne ne l'a vu, ou très peu, à Berne, hein, une fois, peut-être deux, à Bienne, dans une après-midi. Et si ça existe dans aucune des filmographies, mais même pas dans la filmographie des professionnels qui y ont participé, vous pouvez parcourir Internet en vous demandant mais pourquoi est-ce que Madame Monlaure ne mentionne pas ce film, c'est que ni en Italie, ni en France, qui sont les deux territoires dont on peut penser qu'ils sont aptes à en tout cas, faire circuler un film de ce genre, une comédie, ni en France ni en Italie n'ont été inscrits au registre qui signale qu'un film est mis en distribution. Donc il semble bien que Nunari, le producteur, n'a pas trouvé le moyen de faire distribuer ce film et que le distributeur suisse qui a déposé la copie que vous avez vue est un distributeur plutôt discret et qui probablement n'a rien investi de particulier dans ce film-là, y compris d'ailleurs la tentative de synchroniser en français, puisque comme vous l'avez entendu, tout est synchronisé, c'est pas René qui parle, c'est quelqu'un d'autre, et tout a été synchronisé à Rome probablement, sauf qu'il y a quand même des voix avec des accents qui nous ont fait rire d'ailleurs dans le tournage du Yonne, ce qui fait dire mais où est-ce qu'ils ont synchronisé? Et c'est quand même un cinégramme ou peut-être ailleurs, mais en tout cas toutes les voix italiennes qui sont loufoques par rapport à Camoli. Ceux qui entendent un peu l'italien ont entendu du napolitain, ont entendu du romain, mais en tout cas rien de ce qui se parle à Gênes. Tout ça c'est fabriqué après coup et comme tu me l'as raconté, il n'y a pas eu la possibilité de le post-synchroniser. Oui, monsieur Nunari était très fier de m'avouer qu'il avait donné tout ça à Cinecittà et qu'ils avaient changé les dialogues. On parle beaucoup de Rommel dans ce film, mais ça a été rajouté à la post-synchronisation. J'aimerais raconter une petite mésaventure pour ce film. Le tonneau. Le tonneau, moi j'avais beaucoup travaillé le tonneau, la flûte aussi d'ailleurs. Le tonneau, c'était un petit tonneau à dimension humaine, et il était relativement peu bombé. Alors ça allait assez bien. J'ai beaucoup répété, j'ai passé tout l'été à essayer de me mouvoir sur ce tonneau. Et quand j'ai vu le tonneau qu'on nous a préparé à Camoli, beaucoup plus ventru, qui n'a plus seulement le roulis, mais il a aussi le tangage. Alors, impossible de le faire. J'ai dû répéter en vitesse le plus possible entre les heures de tournage, mais on a truqué cette scène-là. D'abord, essayer entre les deux maisons. Si vous vous souvenez dans le film, on me voit juste quelques pas avec ce tonneau entre deux maisons. Et puis après, nous avons fait un trucage avec le rail du travelling. Le rail, Tu es derrière un mur. Mais non, sur le chariot du travelling. Le chariot du travelling. Le travelling, c'est ça que je cherchais. Donc, il y avait des gens qu'on ne voyait pas derrière le mur qui poussaient le travelling. Et moi, je faisais ce qu'on appelle maintenant le moonwalk. Je ne sais pas très bien le faire d'ailleurs, mais c'est la marche sur place de tous les mimes du monde qui essayent de compenser certaines... Bon, cette marche sur place, quand on ne voit pas les jambes, ça donnait l'impression que j'étais sur un tonneau, mais ce n'était pas le cas.
À propos de Max Gauthier, dont j'ai dit tout à l'heure qu'on ne savait pas grand-chose, sinon peut-être qu'il était critique dans une feuille socialiste française qui avait une rubrique cinéma, qu'il a disparu après ce film, qu'on n'en trouve plus mention. Il vient quand même une question qu'on aimerait poser à la personne qui s'occupe du script, à notre script boy qui est là, c'est qui met en scène ce film? Bon, c'était Max Gauthier, gagnant de l'expérience jour par jour, parce que je me rappelle le premier jour qu'on l'a rencontré à Infang, près du Janpas, et il voulait faire des premiers essais avec les acteurs non professionnels venant du Jaun, dans un premier étage du bistrot-hôtel dans lequel on était logé. Alors, il arrive dans cette petite salle, qui était aussi une salle de fête, champêtre, quoi, et il s'arrête et il dit « Mais où sont les miroirs ?» Quel miroir, on demandait. Et il disait « Mais si je veux faire de la mise en scène, il faut bien que je vois les acteurs, je me vois moi-même, etc. » Comme dans une salle de danse où il y a aussi des miroirs. Bon, ça a pris un certain temps pour lui expliquer que dans le cinéma, normalement, c'est pas le cas et que bon, il va tenter de faire de la mise en scène sans miroir. Bon, il l'a appris lentement, mais il l'a appris. Ça, je ne savais pas. Ce que par contre, j'ai beaucoup regretté en jouant dans ce film, c'est que la direction d'acteur, c'était zéro, ça n'existait pas. Je n'ai pas eu à un seul moment de ce tournage, une direction d'acteur, quelqu'un qui me dise ceci et cela, qu'il faut changer ça, tac, tac, tac. Et donc c'est un film fait par l'équipe qu'on voit là. Et lui, il tient le clap, c'est déjà bien. Il faut savoir aussi une chose, c'est que M. Lunari a fait paraître dans le journal français une annonce cherchant réalisateur cinéma et scénariste. Et M. Max Gauthier, il a pu faire son premier film et aussi son dernier. D'ailleurs, le scénario, il est beaucoup plus épais que ce qu'on a vu. On a vu un film de 86 minutes, c'est à peu près 85-90 pages de scénario. Il y en a une trentaine de plus dans le scénario original. Donc entre le scénario, mais même le scénario de découpage et le film, il y a eu tout un travail probablement de réduction. Je signale aussi que vous l'avez vu, le réalisateur, vous le reconnaissez peut-être comme ça, mais il n'est pas habillé en curé. C'est lui qui joue le curé autostoppeur, qui essaye de placer ses 3 scouts dans des voitures pas trop grandes. Vous avez vu aussi Erwin Huppert, c'est le trafiquant qui est content qu'on le fasse passer pour un cocu à la douane, parce que comme ça, il peut passer ses armes. Vous avez vu la voiture de René, et quand on a revu le film, je lui ai dit, j'ai noté là une voiture avec un numéro de plaque neuchâteloise. Il m'a dit, attendez, et il a sorti le numéro de sa plaque d'époque. C'est l'équipe qui aide au tournage. Par contre, la voiture fribourgeoise, elle est maquillée, le dernier numéro est caché, je me demande bien à qui elle appartient. Comme quoi l'histoire du cinéma, ça mène vraiment jusqu'au contrôle des automobiles des années 60. On pourrait parler de Raoul. Ça, c'est Raoul. Raoul de la Baume. On le voit aussi dans le film, d'ailleurs, à la douane. Et puis avec le relais flex à l'arrière-plan de la noce. C'est un photographe de plateau sur le film, puisque les photos qui ont été mises en ligne sur le site de la Cinémathèque, dans le dossier Admare Pagoio, sont de lui, probablement, sauf une ou deux qui viennent d'un photographe local, parce qu'il y a son tampon.
Mais j'ai cherché à savoir aussi ce Raoul de la Baume, dont tu te souviens assez bien, Georg, quand même. Oui, c'était, disons, un peu l'exemple classique d'un snob parisien. Il donne aussi cette impression par son extérieur un peu blasé, avec moustache, etc., comme on le voit dans le film. De lui non plus, pas trace. Est-ce qu'il a continué dans le métier ou non, je n'en sais rien. C'est la même chose avec les acteurs de deuxième plan. Certainement les Italiens, les spécialistes italiens devraient les reconnaître, mais vous aurez peut-être reconnu Pizzacane qui joue Marco Polo. Il est fameux à l'époque parce qu'il a été rendu célèbre par un film de Monicelli qui s'appelle I Soliti Ignoti, c'est-à-dire le pigeon. C'est un des filous. Il a joué que les filous, je crois. Il a une énorme filmographie de filous. Fischetti, le compositeur, c'est aussi quelqu'un qui a fait des musiques chaque année pendant 30 ans de 3-4 films. Donc c'est pas n'importe quel arrangeur, sauf que là, il a un peu trop écouté Nino Rota à certains moments. Puis il se dit, je vais en remettre un, puisqu'il y a un nègre qui joue de la trompette avec un pull rayé. Il faut bien que je ninorote. Donc il ninorote un petit coup. Et puis le monteur, dont le nom m'échappe maintenant, mais vous trouverez tout ça sur le site. Le monteur, c'est un monteur qui a travaillé avec Pasolini, qui a travaillé avec Bolognini, avec beaucoup de cinéastes. Donc c'est vraiment une équipe de professionnels qui s'est réunie autour de ça. Et le plus ancien, bien sûr, c'est Samy Z. Brill, qui lui vient d'un séjour en Égypte. Dans les années 20, il est en France, il fait photographe de plateau. Dans les années, il fait des films en Palestine, en Égypte, des documentaires de court-métrage. Il va aider à la mise en place technique du studio Mesl, qui veut dire Égypte, en 1936. Et il va probablement revenir quand le roi Farouk est dégommé, au début des années 50, et il se retrouve en Suisse. Je crois qu'il essaye même de suggérer que l'école de photo de Vevey pourrait ouvrir un département cinéma, parce qu'il a besoin de travailler et d'y enseigner. Il fait un film sur le château de Chillon, il fait un film sur le château de Gruyère, et après il tourne celui-là avec 2 ou 3 autres travaux. C'est aussi une découverte, parce que ce personnage-là, quand on va chercher à savoir ce qu'il a fait, reconstituer la carrière de gens de ce type-là, même s'ils ont effectivement travaillé beaucoup, c'est une reconstitution assez minutieuse. Et je voulais finir justement avec Erwin Huppert. Quand Lenny Borger, le monsieur qui a donné les photos à Frédéric Maire tout à l'heure, par mon intermédiaire, je lui dis, mais toi, journaliste de Variety, comment ça se fait que tu aies ces photos? C'est la veuve. Ah bon, mais la veuve, comment tu connais la veuve de Samy Brill? C'est un type qui à ce moment-là était à Paris, qui s'appelait Erwin Huppert. Et donc là aussi, un lien se faisait de façon complètement inattendue, avec une histoire qui nous concerne aussi, puisqu'Erwin Huppert, c'est quelqu'un qui a formé dans les années 60 des cinéastes comme Marcel Schubart, comme Amiguet et comme d'autres. Et c'est lui-même qui est formé par Samy Brill, qui lui vient de Russie, puis de France, puis d'Égypte, puis de quelque part autour de Blonay. Alors, s'il y a des questions, on a le temps encore de répondre à des questions. Mais s'il n'y a pas de questions, on peut joyeusement rentrer chez soi en remerciant René et Georg d'être venus.